Dans les vallées escarpées de l'Anatolie ancienne, là où les vents froids descendaient des sommets enneigés pour balayer des forêts sombres et silencieuses, quelque chose d'invisible était en train de changer le destin du monde. À première vue, ces montagnes n'étaient qu'un territoire rude, indompté, presque oublié des grandes civilisations qui prospéraient plus au sud. Tandis que les royaumes de Mésopotamie érigeaient des cités brillantes et que les pharaons d'Égypte régnaient sur des terres fertiles baignées de soleil, ces hautes terres semblaient condamnées à rester à l'écart de l'histoire. Pourtant, dans leurs entrailles, un secret brûlait, silencieux, patient, prêt à bouleverser l'équilibre des puissances humaines. Ce secret était enfoui dans la pierre elle-même. Les forgerons des montagnes, des hommes endurcis par des hivers interminables et des étés implacables, avaient découvert un métal que peu comprenaient encore. Contrairement au bronze qui dominait le monde connu, ce nouveau matériau semblait presque vivant, capricieux, difficile à extraire et encore plus à maîtriser. Mais une fois dompté, il révélait une force terrifiante. Les lames qu'il produisait ne se pliaient pas comme celles des autres peuples, elles ne se brisaient pas sous les coups répétés. Elles tranchaient le bronze comme s'il s'agissait d'argile sèche. Dans le fracas des premières expériences, les hommes comprirent qu'ils tenaient entre leurs mains quelque chose de plus qu'un simple outil, une arme capable de redéfinir la guerre elle-même. Ce savoir, jalousement gardé, ne se répandit pas au-delà des montagnes. Les forgerons transmettaient leurs secrets à voix basse, de père en fils, dans la pénombre rougeoyante des ateliers où la chaleur rivalisait avec celle du soleil d'été. Chaque étincelle arrachée au métal semblait porter en elle une promesse de domination. Et pendant que les grandes puissances continuaient à perfectionner leurs armées de bronze, ignorant encore la tempête qui se préparait, un peuple nouveau apprenait à façonner l'avenir avec ce métal mystérieux. Ils n'étaient pas originaires de ces terres. Bien avant que leur nom ne soit connu, ils avaient traversé des distances immenses, poussés par des forces que même eux ne comprenaient pas entièrement. Peut-être fuyaient-ils d'autres conquérants, peut-être cherchaient-ils simplement de nouvelles terres à dominer. Ils étaient venus des vastes steppes d'Asie centrale, apportant avec eux une langue nouvelle, des traditions inconnues et surtout une manière de faire la guerre qui allait transformer les champs de bataille. Ces migrants parlaient une langue indo-européenne et vivaient selon un code simple mais implacable. La force décidait de tout. Ils voyageaient avec des chevaux, des chars à roues solides et une culture profondément marquée par la guerre. Dans les plaines ouvertes, ces éléments leur avaient permis de survivre. Mais dans les montagnes d'Anatolie, ils durent apprendre autre chose, l'endurance. Là où les routes disparaissaient dans des ravins abrupts, où le froid pouvait tuer en une nuit, seuls les plus résistants persistaient. Les faibles disparaissaient sans laisser de traces, et les survivants devenaient plus durs, plus déterminés, presque inébranlables. Lorsqu'ils arrivèrent, ils ne trouvèrent pas une terre vide. Au contraire, l'Anatolie était déjà riche de cultures anciennes, de cités prospères et de réseaux commerciaux qui reliaient l'Orient à l'Occident. Des villes comme Hattusa se dressaient déjà, protégées par d'imposants murs de pierre, abritant des temples où l'on honorait des dieux anciens, liés à la tempête, à la fertilité, au cycle immuable de la nature. Les marchands échangeaient de l'argent, du bois, des étoffes précieuses avec des régions lointaines comme l'Assyrie, créant une richesse qui semblait solidement établie. Mais ces nouveaux venus apportaient avec eux quelque chose que les peuples établis ne possédaient pas encore. Une combinaison redoutable de technologie, de mobilité et de brutalité. Leurs armes supérieures n'étaient qu'un début. Ils maîtrisaient aussi un outil de guerre qui allait semer la terreur, le char. Là où d'autres utilisaient des équipages à 2 hommes, eux perfectionnèrent une configuration à 3. Un conducteur, un archer et un porteur de bouclier travaillaient en parfaite harmonie, transformant chaque char en une unité mobile capable de frapper vite, de se replier, puis de frapper à nouveau avant que l'ennemi ne puisse réagir. Sur les champs de bataille, l'effet était dévastateur. Avant même que les lignes ne se rencontrent, les flèches pleuvaient, précises, incessantes. Les formations ennemies, habituées à des affrontements plus statiques, se brisaient sous la pression psychologique autant que physique. Les chars surgissaient comme des éclairs, disparaissaient, puis revenaient, semant la confusion et la peur. Ce n'était plus seulement une guerre de force, mais une guerre de mouvement, d'intelligence et de coordination. Pourtant, ce peuple ne se contenta pas de détruire. Là où d'autres auraient rasé les villes conquises, ils choisirent souvent une autre voie. Ils absorbaient. Les dieux locaux n'étaient pas rejetés, mais intégrés.
Les techniques étrangères n'étaient pas méprisées, mais adoptées et améliorées. Les traditions des peuples soumis se mêlaient aux leurs, créant quelque chose de nouveau, de plus puissant que chacune de ses composantes. Dans les écuries, ils apprirent des maîtres ourites l'art de dresser les chevaux avec une précision presque scientifique. Dans les ateliers, ils combinèrent les savoir-faire métallurgiques locaux avec leurs propres innovations. Dans les temples, ils laissèrent les anciens dieux continuer à vivre, mais sous l'autorité d'un panthéon en expansion où leur propre dieu de l'orage occupait la place suprême. Ainsi, lentement, presque imperceptiblement, un nouveau monde prenait forme dans ces montagnes. Ce n'était plus simplement une collection de tribus ou de villages dispersés, c'était une société en train de se transformer, de s'organiser, de se préparer. Chaque victoire, chaque échange, chaque fusion culturelle renforçait leur position. Et au cœur de cette transformation, une idée commençait à émerger, encore floue, mais irrésistible, celle d'un empire. Lorsque les premiers récits commencèrent à évoquer un nom au-dessus des autres, ce nom n'était pas encore chargé de légende. Il n'était qu'un murmure parmi les chefs de guerre, une autorité qui s'imposait peu à peu dans le tumulte des rivalités tribales. Labarna. Était-ce son véritable nom ou bien un titre destiné à être porté par les rois à venir? Nul ne le savait vraiment, et peut-être cela importait-il peu. Car ce qui comptait, ce n'était pas l'homme lui-même, mais ce qu'il allait bâtir. À cette époque, les peuples des hautes terres n'étaient encore qu'une mosaïque de clans et de cités dispersées. Ils partageaient des langues proches, des coutumes similaires, mais restaient divisés par des rivalités anciennes, des querelles de territoire, des ambitions personnelles. Le pouvoir n'était jamais assuré, toujours contesté, toujours fragile. Dans ce monde instable, Labarna comprit quelque chose que peu avant lui avait réellement saisi. La force seule ne suffisait pas. Il fallait l'organiser. Depuis sa base à Atoussa, idéalement située au croisement de routes commerciales essentielles, il observa le monde qui l'entourait comme un joueur patient contemple un plateau de jeu. Chaque vallée, chaque cité, chaque chef rival représentait à la fois une menace et une opportunité. Ses premières campagnes furent modestes, presque insignifiantes aux yeux des grandes puissances du Sud. De simples raids, des expéditions contre des voisins immédiats. Pourtant, chacune de ces victoires posait une pierre supplémentaire dans l'édifice qu'il construisait. Les armes supérieures jouaient leur rôle, bien sûr. Sur le champ de bataille, les lames forgées dans le métal des montagnes continuaient de trancher les défenses adverses avec une efficacité presque surnaturelle. Mais Labarna ne se contentait pas de gagner des batailles. Il cherchait à transformer ses victoires en quelque chose de durable. Là où d'autres chefs se seraient contentés de piller et de repartir, lui restait. Il négociait, imposait, intégrait. Certaines cités furent prises par la force, leurs murs brisés, leurs chefs renversés. Mais même dans la défaite, leurs habitants n'étaient pas systématiquement réduits en esclavage ou massacrés. Au contraire, Labarna comprenait que la stabilité venait de l'adhésion autant que de la peur. Il installait parfois des gouverneurs loyaux, mais il laissait aussi des dirigeants locaux en place, à condition qu'ils reconnaissent son autorité et versent tribut. Cette souplesse politique devint rapidement l'un de ses plus grands atouts. Ainsi, au lieu de créer un désert de ruines, il construisait un réseau. Chaque territoire conquis devenait une pièce d'un ensemble plus vaste, relié par des routes sécurisées, des accords commerciaux et une administration naissante. Les marchands commencèrent à circuler plus librement, transportant argent, bois, textiles et autres richesses d'une région à l'autre. Là où auparavant régnaient l'insécurité et la fragmentation, un ordre nouveau s'imposait. Ce développement économique transforma profondément la société. Les villes grandirent, attirant artisans, commerçants et travailleurs. Les marchés se multiplièrent, les échanges s'intensifièrent, et avec eux, la richesse. Mais plus encore que les richesses visibles, c'était une autre forme de pouvoir qui se consolidait, celle du contrôle. En protégeant les routes commerciales, Labarna s'assurait non seulement la loyauté de ses sujets, mais aussi une source constante de revenus qui alimentait ses ambitions. Cependant, gouverner un territoire aussi diversifié ne pouvait reposer uniquement sur l'économie et la force. Labarna le comprit rapidement. Les peuples qu'il dominait avaient leurs propres croyances, leurs propres dieux, leurs propres traditions. Les écraser aurait signifié s'aliéner leur loyauté. Alors, il choisit une autre voie, plus subtile,
mais infiniment plus efficace. Au lieu d'imposer un culte unique, il ouvrit les portes du Panthéon. Le dieu de l'orage, figure centrale de son propre peuple, resta au sommet, mais autour de lui vinrent s'ajouter d'autres divinités. Des déesses de la fertilité, des esprits protecteurs, des dieux locaux liés aux rivières, aux montagnes, aux tempêtes. Tous trouvèrent leur place dans un système religieux en expansion, où chacun pouvait reconnaître une part de lui-même. Ce syncrétisme ne fut pas seulement une stratégie politique. Il créa un lien émotionnel profond entre les gouvernés et le pouvoir central. Les temples continuaient de fonctionner, les prêtres conservaient leur influence, et les rites anciens n'étaient pas abolis, mais intégrés. Ainsi, l'autorité de l'Abarna ne semblait pas étrangère, mais presque naturelle, comme si elle s'inscrivait dans l'ordre du monde lui-même. Le droit suivit la même logique. Plutôt que d'imposer des lois rigides et uniformes, l'Abarna encouragea un système hybride, mêlant tradition indo-européenne et pratiques locales. Là où d'autres civilisations privilégiaient des punitions sévères, souvent basées sur la loi du talion, les lois émergentes de ce royaume mettaient l'accent sur la compensation. Un meurtre pouvait être réparé par des paiements, souvent en bétail, plutôt que par une vengeance équivalente. Cette approche, pragmatique et adaptable, permit de maintenir la paix dans un territoire composé de populations diverses. Elle contribua aussi à une stabilité sociale étonnante pour l'époque. Même la place des femmes dans cette société reflétait cette singularité. Elles pouvaient posséder des biens, gérer des affaires, initier des divorces et jouer des rôles religieux importants. Dans certaines situations, les reines elles-mêmes participaient aux décisions politiques, influençant le cours des événements avec une autorité reconnue. À mesure que les années passaient, ce qui avait commencé comme une série de conquêtes locales se transforma en quelque chose de bien plus vaste. Les frontières s'étendaient, les institutions se renforçaient, et l'idée d'un État, d'un véritable empire, prenait forme. Ce n'était plus seulement la domination d'un chef sur des territoires, mais un système structuré, capable de survivre au-delà de la vie de son fondateur. L'Abarna, sans doute, ne voyait pas encore toute l'ampleur de ce qu'il avait déclenché. Mais autour de lui, dans les rues de Hattusa, dans les marchés animés, dans les temples où les prières montaient vers des dieux désormais nombreux, un changement irréversible était en marche. Les montagnes d'Anatolie n'étaient plus un refuge isolé. Elles étaient devenues le cœur battant d'une puissance nouvelle. Au centre de ce monde en transformation, une ville s'élevait, non pas comme un simple refuge ou une forteresse, mais comme le symbole vivant d'une ambition devenue réalité. Hattusa n'était plus la cité qu'avaient connue les anciens habitants des montagnes. Sous l'impulsion de l'Abarna et de ses successeurs, elle se métamorphosait, grandissant au rythme des conquêtes, absorbant les influences comme elle absorbait les peuples. Vue depuis les hauteurs, la ville semblait presque irréelle. Ses murs massifs, assemblés avec une précision qui défiait l'imagination, encerclaient un territoire vaste et complexe. Des blocs de pierre gigantesques s'emboîtaient si parfaitement que les générations futures croiraient à l'œuvre de géants. Ces remparts ne servaient pas seulement à repousser les ennemis, ils affirmaient une idée, une présence, une puissance. Hattusa était là pour durer. À l'intérieur, la ville respirait une diversité étonnante. Les anciens quartiers, hérités des populations locales, côtoyaient de nouvelles zones bâties selon des styles venus d'ailleurs. Les rues serpentaient entre maisons de pierre et de bois, ateliers bruyants et cours intérieures où se mêlaient langues et accents. Ici, un artisan travaillait le métal selon des techniques ancestrales. Là, un autre expérimentait des méthodes nouvelles, issues du mélange des savoirs. Cette coexistence n'était pas chaotique, mais féconde. Elle donnait naissance à une culture unique, à la fois enracinée et en perpétuelle évolution. Au cœur de la ville se dressait la citadelle royale, imposante, presque intimidante. Derrière ses murs, le roi tenait sa cour, recevait des ambassadeurs venus de terres lointaines et décidait du destin de peuples entiers. Les salles du palais étaient vastes, ornées de reliefs et de symboles évoquant les dieux, les victoires, les alliances. Chaque pierre, chaque colonne semblait rappeler que le pouvoir ne reposait pas seulement sur la force, mais aussi sur la mise en scène de cette force. Mais la véritable puissance de Hattusa ne résidait pas uniquement dans ses murs ou dans son armée. Elle se trouvait dans quelque chose de plus subtil, de moins visible, son organisation. À mesure que le territoire s'étendait, il devenait nécessaire de gouverner non plus quelques cités,
mais un ensemble complexe de régions, de peuples et d'intérêts. Et pour cela, il fallait une structure capable de soutenir cette ambition. Dans les salles du palais, des scribes travaillaient sans relâche, formés à plusieurs langues, capables de comprendre les traditions juridiques de différentes cultures. Ils inscrivaient sur des tablettes d'argile les lois, les traités, les correspondances diplomatiques. L'écriture, empruntée et adaptée au système mésopotamien, devenait un outil de pouvoir. Grâce à elle, les décisions pouvaient être transmises sur de longues distances, les accords pouvaient être conservés, les précédents juridiques consultés. C'était là une révolution silencieuse. Pour la première fois, la langue de ce peuple des montagnes trouvait une forme écrite, devenant la plus ancienne trace connue d'une langue indo-européenne. Cette fixation du langage donnait naissance à une mémoire collective, une continuité qui dépassait les individus. Le royaume cessait d'être une simple accumulation de victoires pour devenir une institution durable. Le système administratif se complexifiait à mesure que les territoires s'étendaient. Des gouverneurs étaient nommés, des fonctionnaires chargés de collecter les impôts, d'organiser les corvées, de maintenir l'ordre. Mais contrairement à d'autres empires, cette administration ne cherchait pas à uniformiser à tout prix. Elle s'adaptait, absorbait, modulait. Chaque région conservait une part de ses particularités tant que l'autorité centrale n'était pas remise en cause. La question de la succession, souvent source de chaos dans d'autres royaumes, fut elle aussi encadrée avec soin. Le roi désignait son héritier de son vivant, le préparant aux responsabilités du pouvoir. Ce n'était pas toujours le fils aîné, parfois un frère, parfois un neveu, si les circonstances l'exigeaient. Mais cette décision, une fois prise, était renforcée par des rituels, des serments, des cérémonies destinées à assurer la continuité. Dans cette société en mutation, la guerre restait un pilier essentiel, mais elle n'était plus l'unique voie vers la reconnaissance. Certes, les guerriers continuaient de jouer un rôle central, formant une élite respectée et redoutée. Mais d'autres compétences commençaient à émerger. Les artisans, les scribes, les administrateurs gagnaient en importance, contribuant à la stabilité et à la prospérité de l'ensemble. La place des femmes, elle aussi, témoignait de cette évolution. Loin d'être reléguée à l'arrière-plan, elle participait activement à la vie économique, religieuse et parfois politique. Elle pouvait posséder des terres, gérer des échanges commerciaux et occuper des fonctions importantes dans les temples. Les reines, en particulier, exerçaient une influence considérable, parfois même en tant que conseillères directes du roi. Cette complexité sociale n'affaiblissait pas le royaume, elle le renforçait. Elle lui permettait d'intégrer des populations diverses sans les écraser, de tirer parti de leurs compétences, de leurs traditions, de leurs savoirs. Elle créait un équilibre fragile mais puissant entre unité et diversité. Sur le plan international, Hattusa commençait à apparaître sur les cartes mentales des grandes puissances. Des messagers traversaient les montagnes pour porter des lettres, négocier des alliances, proposer des mariages diplomatiques. Les dirigeants des régions voisines, d'abord méfiants, puis intrigués, commençaient à comprendre qu'un nouvel acteur était en train d'émerger. Et pourtant, malgré cette montée en puissance, une tension persistait, invisible mais bien réelle. Car plus le royaume s'étendait, plus il attirait l'attention, plus il prospérait, plus il suscitait l'envie, la crainte, parfois la haine. Dans les salles du palais, entre deux audiences, entre deux décisions, une question commençait à se poser, silencieuse mais inévitable. Jusqu'où cette expansion pouvait-elle aller? Car au-delà des montagnes, d'autres empires attendaient, et eux aussi avaient des ambitions. L'hiver s'était installé sur les hauteurs d'Hattusa avec une rigueur presque solennelle. La neige recouvrait les remparts, étouffait les bruits de la ville et transformait les montagnes en un paysage figé, comme suspendu hors du temps. Pourtant, derrière les murs de la citadelle, rien n'était immobile. Là, dans les salles éclairées par les flammes vacillantes des torches, une décision mûrissait, lourde de conséquences, prête à briser l'équilibre fragile qui s'était établi au fil des années. Le roi se tenait devant son conseil de guerre, entouré de généraux, de conseillers et de représentants des grandes familles. Tous savaient que ce moment marquait un tournant. Jusqu'alors, l'expansion avait été progressive, méthodique, presque prudente. Mais ce qui était désormais envisagé dépassait tout ce qui avait été tenté auparavant. Il ne s'agissait plus de consolider les montagnes, ni même de dominer l'Anatolie. Il s'agissait de descendre vers le sud, vers les terres riches du Levant,
là où s'affrontaient depuis des siècles les plus grandes puissances du monde connu. Cette ambition n'était pas née d'un simple désir de conquête. Elle trouvait ses racines dans une combinaison complexe de nécessités et d'opportunités. Au sud, les royaumes d'Égypte et de Mésopotamie étaient engagés dans une rivalité constante, leurs armées s'affrontant pour le contrôle de villes riches, de routes commerciales vitales, de territoires fertiles. Cette rivalité affaiblissait les deux camps, ouvrant une brèche que seuls les plus audacieux pouvaient espérer exploiter. Mais il y avait plus encore. Les routes commerciales qui avaient enrichi à tout ça devenaient de plus en plus instables. Les caravanes, autrefois protégées, étaient désormais menacées par les conflits incessants du Sud. Les tribus diminuaient, les échanges ralentissaient, et avec eux, les ressources nécessaires à la prospérité du royaume. Ignorer cette situation aurait été accepter un déclin progressif. Agir, en revanche, signifiait risquer tout ce qui avait été construit. Au sein du Conseil, les voix s'élevaient, parfois en opposition, parfois en accord prudent. Les vétérans, marqués par les campagnes passées, plaidaient pour la prudence. Ils connaissaient le prix de la guerre, la fragilité des conquêtes, les dangers d'un excès d'ambition. Selon eux, il fallait continuer à étendre lentement le territoire, absorber les régions voisines, renforcer les bases avant de s'aventurer plus loin. Face à eux, une nouvelle génération de chefs militaires brûlés d'impatience. Ils avaient grandi dans un royaume en expansion, nourris par les récits de victoire, convaincus que leur supériorité militaire leur garantissait la victoire. Pour eux, le Sud représentait une promesse de gloire, de richesses immenses, de reconnaissance éternelle. Pourquoi attendre alors que l'ennemi était affaibli? Mais ce furent peut-être les marchands qui firent pencher la balance. Habitués à parcourir les routes reliant les montagnes aux terres lointaines, ils apportaient avec eux des récits précis, presque envoûtants. Ils parlaient d'Alep, dont les entrepôts regorgeaient de marchandises venues de toutes les directions. Or égyptien, textiles mésopotamiens, bois précieux des montagnes libanaises, pierres rares venues de contrées inconnues. Ils décrivaient des marchés où circulaient des richesses capables de transformer un royaume entier. Le roi écouta, longuement, pesant chaque mot, chaque argument. Il comprenait que le moment était unique. Si le royaume agissait vite, il pouvait s'emparer des routes commerciales avant que les grandes puissances ne se réorganisent. Mais s'il échouait, il risquait de provoquer une coalition d'ennemis bien plus puissante que tout ce qu'il avait affronté jusque-là. Finalement, la décision fut prise. Elle ne fut pas annoncée avec éclat, mais avec une gravité presque solennelle. L'armée marcherait vers le sud. Les mois qui suivirent furent consacrés à des préparatifs d'une ampleur sans précédent. Dans les ateliers, les forgerons travaillaient jour et nuit, transformant le métal précieux en pointe de lance, en épée, en flèche. Chaque arme produite représentait un avantage supplémentaire sur les armées encore équipées de bronze. Les étincelles jaillissaient sans cesse, comme autant de promesses de victoire. Dans les chantiers, les chars étaient assemblés avec un soin méticuleux. Les artisans perfectionnaient chaque détail, renforçant les roues, équilibrant les structures, optimisant leur maniabilité. Les équipages s'entraînaient sans relâche, apprenant à agir comme une seule entité, synchronisant leurs mouvements jusqu'à atteindre une efficacité presque instinctive. Mais la guerre ne se préparait pas seulement avec du métal et du bois. Elle exigeait aussi une organisation rigoureuse. Les intendants accumulaient des réserves de nourriture, de vin, d'huile. Les routes étaient étudiées, les distances calculées, les points de ravitaillement identifiés. Car cette fois, l'armée ne combattrait pas à proximité de ses bases. Elle devrait avancer loin, très loin, dans des territoires inconnus ou hostiles. Parallèlement, un autre type de préparation se mettait en place, plus discret, mais tout aussi crucial. Des hommes furent envoyés vers le sud, déguisés en marchands, en voyageurs, parfois même en pèlerins. Leur mission n'était pas de combattre, mais d'observer. Ils cartographiaient les défenses des villes, identifiaient les faiblesses, repéraient les divisions internes. Certains cherchaient même des alliés potentiels, des dirigeants mécontents, prêts à trahir pour préserver leurs intérêts. Dans le même temps, des émissaires parcouraient les régions voisines pour sécuriser les frontières du royaume. Des alliances furent conclues, des mariages arrangés, des tribus négociées. Il fallait s'assurer que pendant que l'armée marcherait vers le sud, aucun ennemi ne viendrait frapper dans le dos. Et au-dessus de tout cela, comme une ombre omniprésente, se trouvait la religion. Les prêtres organisaient des rituels complexes, invoquant la protection des dieux. Le dieu de l'orage recevait des offrandes somptueuses, des objets en or,
des pierres précieuses, des animaux sacrifiés dont le sang était répandu sur les armes pour garantir la victoire. Les oracles étaient consultés, les signes interprétés, et chaque présage favorable était proclamé pour renforcer la détermination des hommes. Lorsque le printemps approcha, tout était prêt. Les montagnes qui avaient vu naître ce peuple allaient désormais assister à son départ. Les soldats se rassemblaient, les chars s'alignaient, les étendards se déployaient dans le vent encore froid. Ce n'était plus une simple campagne, c'était le début d'une transformation irréversible. Car une fois lancée, cette marche vers le sud ne pourrait plus être arrêtée sans conséquence. Elle allait redessiner les frontières, bouleverser les équilibres et révéler au monde entier l'existence d'une puissance que personne ne pouvait plus ignorer. Le printemps n'apporta pas la douceur attendue cette année-là. Au lieu des bourgeons et des chants d'oiseaux, ce furent le grondement des roues, le martèlement des sabots et le cliquetis des armes qui envahirent les vallées menant vers le sud. L'armée descendait des montagnes comme une avalanche, lente mais inarrêtable, emportant avec elle une puissance que les terres du Levant n'avaient encore jamais affrontée. Les premières garnisons frontalières furent balayées avant même de comprendre ce qui leur arrivait. Les sentinelles n'eurent pas le temps d'envoyer des messagers. Les tours de guet ne purent allumer leur feu d'alerte. En quelques jours, la nouvelle se répandit pourtant, portée par des survivants terrifiés. Une armée venue du nord avançait avec une rapidité et une violence incompréhensibles. Au cœur de cette tempête se trouvait Alep. Depuis des générations, la cité s'était imposée comme l'un des centres les plus riches et les plus influents de la région. Ses marchés débordaient de marchandises venues de toutes les directions, ses entrepôts regorgeaient de trésors accumulés au fil des années. Elle contrôlait les routes commerciales essentielles reliant la Mésopotamie à la Méditerranée, et sa prospérité semblait aussi solide que ses murailles. Ces murailles, justement, étaient impressionnantes. Élevées en blocs massifs, elles dominaient la plaine environnante, haute de plusieurs mètres, conçue pour repousser les assauts traditionnels. Pendant des décennies, elles n'avaient jamais été véritablement mises à l'épreuve. Les ennemis potentiels préféraient négocier ou contourner la ville plutôt que risquer un siège long et incertain. Mais ce qui approchait n'était pas une armée ordinaire. Lorsque les éclaireurs aperçurent les premières colonnes ennemies, il ne restait que peu de temps. Les portes furent fermées à la hâte, les soldats appelés aux remparts, les habitants pressés de se réfugier à l'intérieur. Pourtant, malgré cette agitation soudaine, un sentiment d'irréalité persistait. Comment une force venue des montagnes pouvait-elle menacer une cité aussi puissante? La réponse arriva en moins de 10 jours. L'armée du Nord encercla Alep avec une précision méthodique, coupant toute voie de fuite, toute possibilité de ravitaillement. Les champs environnants furent occupés, les routes contrôlées, et bientôt, la ville se retrouva isolée, comme suspendue dans un silence lourd, chargé d'attente. Le siège qui suivit allait marquer un tournant dans l'histoire de la guerre. Dès les premiers jours, les ingénieurs déployèrent des machines que les défenseurs n'avaient jamais vues auparavant. D'énormes béliers, construits à partir de troncs d'arbres entiers et renforcés par des plaques métalliques, furent poussés vers les portes. Chaque impact résonnait comme un coup de tonnerre, faisant trembler les murs, fissurant les structures conçues pour résister à des armes bien moins puissantes. Mais ce n'était qu'un début. Des échelles gigantesques furent dressées contre les remparts, permettant aux assaillants de grimper rapidement, submergeant les défenseurs avant qu'ils ne puissent réagir. Des tours mobiles avancèrent lentement, offrant aux archers une position dominante depuis laquelle ils pouvaient tirer directement dans la ville. Au sol, les chars continuaient de jouer leur rôle, non pas pour percer les murs, mais pour maintenir une pression constante, empêchant toute sortie, toute tentative de contre-attaque. Leurs mouvements rapides, leurs attaques soudaines, maintenaient les défenseurs dans un état de tension permanente. Mais la véritable innovation ne résidait pas seulement dans ces machines. Elle se trouvait dans la manière dont la guerre elle-même était menée. Les assaillants comprenaient que la victoire ne dépendait pas uniquement de la destruction des murs, mais aussi de celle de la volonté de résister. Dès les premiers jours, ils mirent en place une stratégie de terreur calculée. Les prisonniers capturés lors des escarmouches furent exécutés sous les yeux des défenseurs, leurs corps exposés comme des avertissements silencieux. Les nuits furent éclairées par des flèches enflammées, incendiant des quartiers entiers, plongeant la population dans la panique. Les tambours résonnaient sans cesse, jour et nuit, empêchant le repos, brisant peu à peu le moral des habitants. À l'intérieur des murs, la fatigue s'installait, insidieuse, accompagnée par la peur et l'incertitude. Pendant ce temps, les ingénieurs poursuivaient leur œuvre dans l'ombre.
Des tunnels étaient creusés sous les fondations, soutenus par des structures en bois qui, une fois incendiées, provoquaient l'effondrement de sections entières de murailles. L'eau, ressource vitale, fut détournée. Les sources qui alimentaient la ville furent coupées, plongeant les habitants dans une soif croissante qui ne faisait qu'accélérer leur désespoir. Les semaines passèrent, puis des mois. À l'intérieur, la situation se dégradait. Les réserves de nourriture diminuaient, les tensions s'exacerbaient. Les riches marchands, dont la fortune dépendait du commerce désormais interrompu, commencèrent à faire pression sur les dirigeants pour négocier. Les prêtres, incapables d'expliquer les événements, parlaient de colère divine, de fautes inconnues ayant provoqué l'abandon des dieux. Des messagers furent envoyés en secret, tentant de rejoindre des alliés lointains. Mais aucune aide ne vint, trop loin, trop tard, ou trop effrayés pour intervenir. Alep était seule. Lorsque la brèche apparut enfin dans les murs, après des semaines d'assauts et de sapes, elle ne fut pas seulement physique, elle était aussi morale. Les défenseurs, épuisés, affamés, terrorisés, n'avaient plus la force de résister comme auparavant. L'assaut final fut rapide, brutal, presque inévitable. Les soldats se déversèrent dans la ville, submergeant les dernières poches de résistance. Les rues autrefois animées devinrent le théâtre d'une violence implacable, reflet de mois de tensions accumulées. Mais ce qui suivit marqua une rupture avec les pratiques du passé. Là où d'autres conquérants auraient pillé et abandonné la ville, les vainqueurs firent un choix différent. Ils restèrent. Alep ne serait pas simplement détruite ou exploitée, elle serait intégrée, transformée en un maillon d'un empire en expansion, une source de richesse et de pouvoir durable. La chute de la ville résonna bien au-delà de ses murs. Et pour la première fois, une question s'imposa dans les esprits. Qui étaient vraiment ces hommes venus des montagnes, et jusqu'où iraient-ils? La chute d'Alep ne fut pas seulement une victoire militaire. Elle fut un signal, un frisson qui parcourut l'ensemble du Proche-Orient ancien, s'insinuant dans les palais, les temples et les marchés comme une rumeur impossible à ignorer. Là où la peur avait d'abord dominé, elle fut bientôt suivie d'une prise de conscience plus profonde. Quelque chose avait changé, de manière irréversible. Les cités voisines observèrent, hésitantes, scrutant l'horizon comme si elles pouvaient y lire leur propre destin. Certaines choisirent la résistance, par orgueil ou par nécessité, et découvrirent rapidement le prix de ce choix. D'autres, plus pragmatiques, ouvrirent leurs portes avant même que les chars n'apparaissent à leurs murailles. Cette différence de réaction devint bientôt un principe fondamental du nouvel empire. La soumission précoce était récompensée, la résistance tardive sévèrement punie. Mais la véritable innovation ne résidait pas dans cette politique de récompense et de châtiment. Elle se trouvait dans ce qui suivait la conquête. Contrairement à tant d'autres puissances avant eux, les maîtres des montagnes ne cherchaient pas seulement à prendre, mais à transformer. Ils comprenaient que la richesse durable ne venait pas du pillage, mais de l'organisation. Les territoires conquis furent progressivement réorganisés en provinces, chacune dirigée par des représentants du pouvoir central. Pourtant, ces gouverneurs n'étaient pas toujours des étrangers imposés par la force. Souvent, ils étaient issus des élites locales, des hommes qui connaissaient les traditions, les réseaux et les tensions de leur région. En échange de leur loyauté, ils conservaient une part de leur autorité, devenant les relais d'un pouvoir plus vaste. Cette stratégie permit d'éviter ce que tant d'empires avaient échoué à prévenir, la rébellion constante. En intégrant les élites plutôt qu'en les éliminant, le pouvoir central transformait d'anciens ennemis en alliés, ou du moins en partenaires intéressés à la stabilité du système. Dans les rues d'Alep, désormais sous domination, la vie reprit progressivement. Les marchés rouvrirent, les artisans retournèrent à leurs ateliers, les caravanes recommencèrent à circuler. Mais rien n'était plus tout à fait comme avant. Les impôts étaient désormais collectés au nom d'un pouvoir lointain, les décisions importantes validées par une autorité supérieure et les routes surveillées par des soldats venus des montagnes. Ce contrôle ne visait pas seulement à maintenir l'ordre, il servait aussi à alimenter une machine économique en pleine expansion. À tout ça, ces influences transformaient la ville en profondeur. Le commerce en particulier connut une expansion spectaculaire. Les routes autrefois disputées devinrent des artères sécurisées, permettant aux marchandises de circuler du cœur de la Mésopotamie jusqu'au rivage de la Méditerranée et au-delà. Les taxes prélevées sur ces échanges constituaient une source de revenus stable et abondante,
bien plus fiable que les butins de guerre. Mais cette prospérité avait un prix. À mesure que l'Empire s'étendait, il devenait plus difficile à contrôler. Chaque nouvelle province ajoutait une couche de complexité. Chaque nouvelle conquête créait de nouveaux ennemis. Les rois du Sud observaient avec une inquiétude croissante. Les pharaons d'Égypte, habitués à dominer les routes du Levant, voyaient dans cette expansion une menace directe à leur influence. En Mésopotamie, les souverains commençaient à envisager des alliances, cherchant à contenir cette puissance montante avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Face à ces dangers, les dirigeants du Nord ne se contentèrent pas de renforcer leur armée. Ils développèrent une nouvelle forme de guerre, plus subtile, plus insidieuse, la diplomatie. Des mariages furent arrangés entre familles royales, des traités signés, des promesses échangées. Là où une bataille aurait coûté des milliers de vies, une alliance pouvait garantir des années de stabilité. Pourtant, cette diplomatie n'était jamais entièrement dénuée de menaces. Derrière chaque traité se cachait la possibilité d'une intervention militaire. Derrière chaque alliance, l'ombre d'une trahison. C'était un jeu complexe, où la force et la persuasion s'entremêlaient constamment. Dans ce monde en mutation, la guerre elle-même évoluait. Les armées ne se limitaient plus à des affrontements ouverts. Elles intégraient des ingénieurs capables de construire des machines de siège, des éclaireurs chargés de recueillir des informations, des unités spécialisées adaptées à différents terrains. Chaque campagne devenait une entreprise organisée, presque scientifique dans sa préparation. Pour soutenir cet effort constant, le royaume se transforma en profondeur. Une classe de soldats professionnels se développa, soutenue par des milices levées en cas de besoin. Des colonies militaires furent établies, où des vétérans recevaient des terres en échange de leurs services, assurant une présence permanente dans les régions sensibles. Cette militarisation progressive de la société eut des conséquences profondes. Le prestige ne venait plus seulement de la naissance, mais du service rendu à l'État. Les exploits sur le champ de bataille ouvraient des portes autrefois réservées à l'aristocratie. Et pourtant, malgré cette puissance croissante, une tension persistait, car plus l'Empire s'étendait, plus il devenait vulnérable. Les lignes de ravitaillement s'allongeaient, les garnisons se multipliaient, les ressources nécessaires à la gestion de cet ensemble colossal augmentaient sans cesse. Ce qui avait commencé comme une série de victoires brillantes devenait peu à peu un équilibre fragile, suspendu entre expansion et stabilité. Dans les salles du pouvoir, certains commençaient à comprendre que la conquête n'était que la première étape. Le véritable défi était ailleurs, maintenir ce qui avait été conquis. Et déjà, à l'horizon, se profilait une épreuve qui allait pousser cet empire à ses limites. Une décision audacieuse, presque insensée, qui allait prouver au monde entier jusqu'où pouvait aller l'ambition des hommes des montagnes. Le temps avait passé, et avec lui s'étaient accumulées les victoires, les richesses et les certitudes. Pourtant, sous cette apparente stabilité, une question persistait, silencieuse mais insistante. Jusqu'où pouvaient aller ces puissances nées dans les montagnes? Étaient-elles destinées à régner sur les routes du Levant, ou pouvaient-elles prétendre à quelque chose de plus grand encore? La réponse vint avec la mort du grand conquérant. Lorsque le trône passa à son successeur, un jeune roi encore peu éprouvé, l'Empire sembla vaciller un instant. Les provinces récemment conquises s'agitaient, les ennemis observaient, prêts à exploiter la moindre faiblesse. Tout indiquait que le nouveau souverain devrait d'abord consolider, rassurer, stabiliser. Mais il choisit une autre voie. Mursili, héritier d'un monde bâti par la guerre, comprit que pour régner véritablement, il ne suffisait pas de préserver l'héritage, il fallait le surpasser. Et pour cela, il lui fallait un acte qui marquerait les esprits, qui imposerait son autorité sans contestation possible. Son regard se tourna alors vers une cible que personne n'aurait osé envisager sérieusement. Une cité si ancienne, si puissante, qu'elle semblait hors d'atteinte. Babylone. Depuis des siècles, cette ville incarnait le cœur de la civilisation mésopotamienne. Ses murailles massives, ses temples majestueux, ses bibliothèques remplies de savoir faisaient d'elle bien plus qu'un centre politique. Elle était un symbole, presque sacré, du monde civilisé. Aucun ennemi étranger ne l'avait prise depuis des générations. Elle semblait protégée non seulement par ses défenses, mais par l'histoire elle-même. Et c'était précisément pour cela qu'elle devait tomber. Mursili comprenait la puissance des symboles. Une victoire contre Babylone ne serait pas simplement une conquête supplémentaire. Elle redéfinirait l'ordre du monde.
Elle prouverait que rien n'était hors de portée, que même les cités les plus anciennes pouvaient être renversées. Mais une telle entreprise dépassait tout ce qui avait été tenté auparavant. La distance seule représentait un défi immense. Des centaines de kilomètres séparaient Hattusa de Babylone, à travers des territoires hostiles, des rivières à franchir, des déserts à traverser. Une armée pouvait facilement s'y perdre, s'y épuiser, s'y disloquer avant même d'atteindre son objectif. C'est pourquoi les préparatifs furent d'une rigueur extrême. Chaque détail fut étudié. Les routes furent choisies non pas pour leur facilité, mais pour leur discrétion. Des accords furent conclus avec des peuples rencontrés sur le chemin, garantissant le passage et l'approvisionnement. Des stocks furent constitués, des relais organisés, des plans de repli envisagés. Les chars eux-mêmes furent adaptés à cette campagne exceptionnelle. Renforcés, modulables, conçus pour résister à de longues distances, ils incarnaient l'évolution constante de la machine de guerre hittite. Les soldats reçurent un équipement standardisé, facilitant les réparations, les remplacements, la logistique. Mais au-delà des aspects matériels, c'est l'intelligence qui joua un rôle déterminant. Depuis des mois, des agents infiltraient les territoires mésopotamiens, recueillant des informations sur les défenses, les routes, les faiblesses politiques. Ils rapportèrent que le roi de Babylone, Samsu-Ditana, faisait face à des difficultés internes, que son autorité était contestée, que la ville, malgré sa grandeur, n'était peut-être pas aussi invincible qu'elle le prétendait. Lorsque l'armée quitta Hattusa, ce ne fut pas dans la précipitation, mais avec une précision presque irréelle. Les colonnes s'étirèrent sur des kilomètres, avançant à un rythme soutenu, évitant les routes évidentes, contournant les centres de pouvoir capables d'organiser une résistance. Les cités rencontrées sur le chemin furent prises de court. Certaines tentèrent de résister et furent écrasées avec une rapidité déconcertante. D'autres choisirent la soumission, fournissant vivres, guides, informations. Chaque victoire, chaque capitulation renforçait l'élan de l'armée, créant une dynamique presque irrésistible. La nouvelle de cette avancée fulgurante se répandit dans toute la région, semant la panique. Pour les peuples du Sud, les montagnes avaient toujours représenté une frontière naturelle, une barrière entre civilisation et barbarie. Voir une armée franchir cette barrière avec une telle facilité remettait en question des siècles de certitude. Lorsque les éclaireurs babyloniens annoncèrent enfin l'approche de l'ennemi, il était déjà trop tard. La ville n'avait pas eu le temps de se préparer pleinement. Ses dirigeants hésitaient, incapables de croire à la réalité de la menace. Le siège commença dans une atmosphère d'incrédulité mêlée de peur. Les murailles de Babylone, réputées imprenables, furent mises à l'épreuve par des techniques de siège perfectionnées lors des campagnes précédentes. Tours mobiles, béliers renforcés, sapeurs creusant sous les fondations, tout fut utilisé avec une efficacité implacable. Les défenseurs résistèrent avec courage, ils savaient ce que signifiait une défaite, la chute non seulement de leur ville, mais d'un monde entier. Mais face à la combinaison de technologie, de tactique et de détermination qui animait les assaillants, leur résistance s'érodait jour après jour. Lorsque la brèche fut ouverte, ce fut comme si le destin lui-même s'était fissuré. Les soldats se déversèrent dans la ville, et ce qui suivit dépassa tout ce qui avait été vu auparavant. Babylone tomba. Les richesses accumulées pendant des siècles furent saisies, chargées sur des chariots, emportées vers le nord. Or, argent, objets d'art, trésors inestimables, tout ce qui symbolisait la grandeur de la ville fut dispersé. Mais plus encore que ces richesses matérielles, ce furent les hommes qui représentaient le véritable butin. Artisans, scribes, savants, tous ceux capables d'enrichir le savoir et la puissance de l'Empire. La nouvelle de cette chute se propagea comme un choc à travers le monde ancien. Pour la première fois, une puissance étrangère avait réussi à prendre Babylone. Et avec elle, c'était une certitude millénaire qui s'effondrait. Les hommes des montagnes n'étaient plus simplement des conquérants. Ils étaient devenus une force capable de renverser les fondements même de la civilisation. Mais cette victoire, aussi éclatante fut-elle, portait déjà en elle les graines d'un danger plus grand encore. Car en défiant le monde entier, il venait aussi d'attirer sur eux son regard. Lorsque l'armée reprit la route du nord, chargée de trésors et escortant des colonnes de captifs, elle n'était plus simplement victorieuse, elle était devenue légendaire. Chaque pas qui la rapprochait de Hattusa semblait confirmer l'impossible. Un peuple venu des montagnes avait osé défier la plus grande cité du monde et l'avait fait tomber.
Pourtant, derrière cette gloire éclatante, quelque chose d'instable commençait déjà à se fissurer. Le retour fut aussi maîtrisé que l'aller. Mursili ne tenta pas de conserver Babylone, conscient que la distance rendait toute occupation durable impossible. Il emporta ce qui comptait vraiment, les richesses, les savoirs et surtout le message. Le message que rien n'était hors de portée, que même les plus grandes puissances pouvaient être frappées. Dans les années qui suivirent, cette victoire transforma profondément le royaume. Les récits de la campagne circulaient dans les villages, les villes, les temples. On racontait la traversée des déserts, la chute des murailles, les trésors accumulés. Ces histoires nourrissaient un sentiment nouveau, presque dangereux, celui d'un destin exceptionnel. À tout ça, les effets de cette victoire étaient visibles. Les richesses affluaient, finançant de nouveaux projets, attirant des artisans venus de toutes les régions. Les techniques étrangères enrichissaient les pratiques locales, les idées circulaient, les savoirs se mélangeaient. L'Empire atteignait un niveau de sophistication qu'il n'avait jamais connu auparavant. Mais cette prospérité avait un revers. Pendant que l'armée était engagée dans cette campagne lointaine, les fondations de l'Empire avaient été laissées sans surveillance. Les provinces, privées de la présence directe du pouvoir central, commencèrent à s'agiter. Certaines régions virent émerger des révoltes, d'autres cessèrent simplement de payer tribut, testant les limites de l'autorité royale. Les ennemis, eux aussi, avaient observé. Là où la peur avait dominé après la chute de Babylone, une autre réaction apparut peu à peu, l'opportunisme. Les royaumes voisins comprirent que cette puissance, aussi impressionnante soit-elle, n'était pas invincible. Elle pouvait être étirée, affaiblie, contestée. À l'intérieur même du palais, des tensions anciennes refirent surface. Le pouvoir, consolidé par la guerre, reposait encore largement sur la personnalité du roi. Mais qu'adviendrait-il si cette figure venait à disparaître ? Qui pourrait maintenir l'équilibre fragile entre les ambitions des nobles, les exigences des provinces et les menaces extérieures ? Ces questions, longtemps repoussées, devinrent soudain urgentes. Car la gloire ne suffit pas à gouverner un empire. Des révoltes qui éclatèrent dans les provinces ne furent pas de simples incidents isolés. Elles révélèrent une réalité plus profonde. La difficulté de contrôler un territoire aussi vaste avec des moyens encore limités. Les routes étaient longues, les communications lentes, et chaque région possédait ses propres intérêts, parfois en contradiction avec ceux du centre. Pour répondre à ces défis, le pouvoir central dut mobiliser ses ressources. Des troupes furent envoyées pour rétablir l'ordre, des gouverneurs remplacés, des accords renégociés. Mais chaque intervention avait un coût, non seulement en hommes et en ressources, mais aussi en stabilité. Car plus l'Empire intervenait, plus il révélait sa dépendance à la force. Dans certaines régions, la réponse fut brutale. Les villes qui s'étaient rebellées furent punies sévèrement, leurs dirigeants exécutés, leur population déplacée. Dans d'autres, la stratégie fut plus subtile. Des concessions furent accordées, des privilèges restaurés, des alliances renforcées. Cette dualité entre coercition et coopération devint une caractéristique essentielle de la gestion impériale. Mais malgré ces efforts, un sentiment de fragilité persistait. Car l'Empire avait atteint une taille qui dépassait les structures conçues pour le gérer. Ce qui avait été une force, la capacité d'absorber, d'intégrer, de s'adapter, devenait aussi une source de complexité difficile à maîtriser. Chaque nouvelle conquête ajoutait des couches de diversité, de tension, d'exigence. Et puis il y avait l'inévitable, la succession. Lorsque Mursili mourut, ce ne fut pas sur le champ de bataille, mais dans les murs même du pouvoir. Sa disparition ne marqua pas seulement la fin d'un règne, mais l'ouverture d'une période d'incertitude. Le système qu'il avait hérité et amplifié n'était pas encore assez solide pour survivre sans heurts à un changement de dirigeant. Les factions s'agitèrent, les alliances se redessinèrent, les ambitions se révélèrent. Ce qui avait été contenu par la force d'un seul homme se libéra soudainement. Et avec cela, une vérité s'imposa. Un empire peut conquérir le monde, mais il doit encore apprendre à se survivre. Dans les années qui suivirent, cette leçon allait être apprise dans la douleur. Car ce qui attendait ce royaume n'était plus la gloire des conquêtes, mais l'épreuve du chaos. Le silence qui suivit la mort de Mursili ne fut pas celui de la paix. C'était un silence lourd, chargé d'attente, comme l'instant suspendu avant l'orage. Dans les couloirs du palais, les regards changeaient, les alliances se formaient et se déchiraient en secret.
L'Empire, qui avait défié le monde extérieur, allait désormais affronter un ennemi bien plus insidieux, lui-même. Le coup vint rapidement, brutal, presque inévitable. Mursili ne mourut pas simplement de maladie ou de vieillesse, il fut assassiné, trahi par ceux qui se tenaient le plus près de lui. Le pouvoir passa alors entre les mains d'un homme qui ne possédait ni le génie militaire, ni la vision de ses prédécesseurs. Et avec ce changement, quelque chose de fondamental se brisa. Le nouveau roi tenta de justifier son acte. Il parla de colère divine, de fautes commises lors des campagnes passées, de la nécessité de restaurer l'ordre sacré. Mais ces mots ne suffisaient pas à masquer la réalité. Le trône avait été pris par le sang, et ce sang appelait d'autres violences. Très vite, les conséquences se firent sentir. Les provinces, déjà fragiles, commencèrent à se détacher. Les gouverneurs, autrefois loyaux, virent dans ce changement une opportunité de s'affranchir. Les ennemis extérieurs, attentifs, testèrent les frontières. L'Empire, qui semblait invincible quelques années plus tôt, révélait désormais ses failles. Mais le plus terrible restait à venir. Une maladie apparut, d'abord discrète, puis implacable. Elle se propagea dans les villes, dans les villages, dans les camps militaires. Elle ne faisait pas de distinction entre riches et pauvres, entre soldats et civils. Elle frappait sans prévenir, emportant des familles entières, laissant derrière elle des terres abandonnées et des maisons silencieuses. Certains disaient que la peste était venue du sud, rapportée par les captifs des grandes campagnes. D'autres y voyaient une punition divine, la conséquence d'un excès d'ambition, d'un affront aux dieux. Quelle qu'en soit l'origine, son effet fut dévastateur. Les champs restaient en friche, faute de bras pour les cultiver. Les ateliers se vidaient, les marchés se taisaient. Les armées elles-mêmes se retrouvaient affaiblies, privées de recrues, incapables de maintenir leur présence sur l'ensemble du territoire. Et comme si cela ne suffisait pas, une menace venue du nord commença à se faire sentir. Les Cascas, peuple des montagnes, longtemps considérés comme des adversaires mineurs, intensifièrent leurs attaques. Ils n'étaient pas organisés comme les royaumes du Sud. Ils n'avaient ni grande ville, ni armée disciplinée. Mais ils possédaient quelque chose de redoutable, la capacité de frapper vite, de disparaître, de revenir encore et encore. Leurs raids devinrent de plus en plus fréquents. Ils attaquaient des villages isolés, des convois, parfois même des régions proches du cœur du royaume. Les armées traditionnelles, conçues pour des batailles ouvertes, se révélaient inefficaces face à cette guerre insaisissable. Peu à peu, la peur s'installa. Non plus la peur d'un ennemi lointain, mais celle d'une menace omniprésente, imprévisible, impossible à éradiquer complètement. Le pouvoir central tenta de réagir. Des expéditions furent lancées, des fortifications renforcées, des garnisons établies. Mais chaque victoire semblait temporaire. Les Cascas revenaient toujours, profitant des faiblesses, exploitant les moindres brèches. À l'intérieur, la situation empirait encore. Les luttes de pouvoir se multipliaient, chaque faction cherchant à imposer son candidat, sa vision, ses intérêts. Le royaume, autrefois uni par une ambition commune, se fragmentait sous le poids de ses contradictions. Les années passèrent dans une succession de crises. Les territoires conquis furent progressivement perdus. Les villes du Levant retrouvèrent leur indépendance ou passèrent sous la protection d'autres puissances. Même certaines régions d'Anatolie échappèrent au contrôle de Hattusa. Vers le milieu du XVIe siècle avant notre ère, ce qui avait été un empire capable de défier Babylone ne contrôlait plus qu'un territoire réduit autour de sa capitale. Les routes commerciales étaient brisées, les ressources épuisées, les institutions affaiblies. Et pourtant, malgré cette chute apparente, quelque chose subsistait. Les lois, les traditions, les pratiques administratives continuaient d'exister, même dans les régions les plus touchées. La mémoire des grandes conquêtes, des victoires passées, ne s'était pas effacée. Elle survivait dans les récits, dans les rites, dans l'identité même de ce peuple. C'est dans ce contexte de ruine et de désillusion qu'un nouvel acteur allait émerger. Non pas un conquérant flamboyant, mais un homme capable de comprendre les erreurs du passé, de reconstruire ce qui pouvait l'être, de transformer la crise en opportunité. Car parfois, ce n'est pas la force qui sauve un empire, mais la capacité à apprendre de sa propre chute. Lorsque le tumulte des luttes internes finit par s'apaiser, ce ne fut pas grâce à une victoire éclatante ni à l'émergence d'un nouveau conquérant, mais par l'ascension d'un homme que peu auraient imaginé capable de redresser un empire brisé. Télipinou n'était ni le plus célèbre des généraux, ni le plus charismatique des princes.
Il n'avait pas bâti sa réputation sur des champs de bataille lointains, mais dans l'ombre des provinces, là où l'administration quotidienne révélait la véritable nature du pouvoir. C'est peut-être précisément cette expérience qui fit de lui le sauveur inattendu du royaume. Là où d'autres voyaient encore la guerre comme une solution, Télipinou comprenait que l'Empire ne pouvait plus survivre selon les règles qu'il avait autrefois portées à sa grandeur. Il fallait changer, profondément, durablement. Lorsqu'il parvint à s'imposer autour de 1525 avant notre ère, la situation était critique. Les territoires étaient fragmentés, les ressources limitées, et la confiance dans le pouvoir royal profondément ébranlée. Mais plutôt que de répondre à cette crise par la violence, Télipinou choisit une voie radicalement différente. Sa première décision fut de mettre fin au cycle des vengeances et des purges qui avaient dévasté la cour pendant des décennies. Là où ses prédécesseurs avaient éliminé leurs rivaux, il offrit le pardon. Les anciens ennemis furent autorisés à revenir, à participer à la reconstruction, à condition de reconnaître son autorité. Cette politique, risquée en apparence, permit de restaurer une forme de stabilité essentielle. Mais la réforme la plus importante concernait la succession. Télipinou comprenait que tant que la transmission du pouvoir resterait incertaine, le royaume serait condamné à revivre les mêmes crises. Il établit donc des règles claires, précises, destinées à encadrer le passage du pouvoir d'un roi à l'autre. Désormais, seuls les descendants directs pouvaient prétendre au trône. Des procédures furent définies pour les cas où l'héritier serait trop jeune, et des mécanismes furent mis en place pour limiter les conflits entre prétendants. Cette codification du pouvoir royal représentait une innovation majeure, une tentative de transformer une monarchie fragile en une institution durable. Mais reconstruire un empire ne se limitait pas à stabiliser son sommet, il fallait aussi restaurer ses fondations. Sur le plan économique, les ressources issues du pillage et des conquêtes avaient disparu. Il fallait désormais compter sur des revenus plus stables, plus durables. Télipinou encouragea le développement de l'agriculture, offrant des incitations pour remettre en culture les terres abandonnées. Les infrastructures furent réparées, les routes sécurisées, permettant au commerce de renaître lentement. Dans les ateliers, les artisans reprirent leur travail, soutenus par des politiques visant à relancer la production. Les échanges, encore timides, commencèrent à se développer, reconnectant progressivement le royaume aux réseaux commerciaux régionaux. Un élément en particulier restait crucial, la maîtrise du métal qui avait autrefois assuré la supériorité militaire. Malgré les troubles, les connaissances métallurgiques n'avaient pas disparu. Télipinou veilla à protéger et à restaurer ses savoirs, comprenant qu'il demeurait un atout stratégique, même dans une période de repli. Sur le plan religieux, il fallait également répondre à une crise profonde. Les années de peste, de guerre et de chaos avaient ébranlé la foi des populations. Les dieux semblaient avoir abandonné leur peuple, ou pire, l'avoir puni. Télipinou engagea alors une réforme spirituelle. Les rituels furent réorganisés, les cérémonies restaurées, les temples entretenus. Plutôt que de nier les catastrophes passées, il chercha à les intégrer dans un récit de réconciliation avec le divin. Les erreurs du passé furent reconnues, les fautes expiées, et l'idée d'un renouveau soutenu par les dieux fut progressivement réaffirmée. Mais peut-être l'aspect le plus remarquable de son règne fut sa politique extérieure. Conscient des limites du royaume, Télipinou renonça aux grandes conquêtes. Au lieu de chercher à reconquérir les territoires perdus par la force, il privilégia la diplomatie. Des accords furent négociés avec les anciennes provinces, certaines acceptant de maintenir des liens avec le royaume sous forme de tribus ou d'alliances. D'autres restèrent indépendantes, mais dans un cadre de relations pacifiques. Cette approche, moins spectaculaire que les campagnes militaires, permit néanmoins de préserver l'influence du royaume sans épuiser ses ressources. Face aux Cascas, dont les attaques avaient tant contribué au déclin, Télipinou adopta une stratégie pragmatique. Plutôt que de tenter une conquête totale, il établit des zones de défense, renforça les frontières et accepta une coexistence difficile, mais stable. Peu à peu, les effets de ces réformes se firent sentir. Le royaume ne retrouvait pas encore la grandeur passée, mais il cessait de décliner. Les institutions se stabilisaient, l'économie reprenait, la société retrouvait un semblant d'équilibre. Plus important encore, une transformation profonde s'opérait dans la manière de concevoir le pouvoir.
L'Empire n'était plus seulement une machine de guerre dirigée par un chef charismatique. Il devenait un système structuré, capable de fonctionner au-delà des individus. Les lois, les institutions, les pratiques administratives prenaient une importance nouvelle, garantissant une continuité qui avait tant fait défaut auparavant. Vers 1500 avant notre ère, après des décennies de chaos, le royaume avait survécu. Non pas en revenant à ce qu'il était, mais en devenant quelque chose de différent. Plus prudent, plus structuré, mais toujours porteur de cette ambition qui avait autrefois poussé ses guerriers au-delà des montagnes. Et dans cette renaissance silencieuse se dessinait déjà l'avenir. Car un empire qui apprend à survivre peut aussi apprendre à conquérir à nouveau. Les décennies passèrent, et avec elles, les cicatrices laissées par les années de chaos commencèrent lentement à s'estomper. Ce qui avait été une reconstruction fragile devint peu à peu une stabilité assumée. Le royaume, autrefois au bord de l'effondrement, retrouvait confiance en lui-même. Mais cette confiance n'était plus celle, naïve et audacieuse, des premiers conquérants. Elle était plus froide, plus calculée, façonnée par l'expérience des échecs autant que par le souvenir des triomphes. Vers 1380 avant notre ère, le monde connu s'était structuré autour de 4 grandes puissances. L'Égypte dominait la vallée du Nil et étendait son influence vers le Levant. La Syrie montait en puissance à l'est, consolidant son autorité en Mésopotamie. Le Mitanni contrôlait encore une grande partie des territoires syriens. Et au nord, le royaume des montagnes, désormais restauré, retrouvait sa place parmi les acteurs majeurs. Pendant un temps, cet équilibre fragile se maintint. Les puissances s'observaient, négociaient, évitaient les confrontations directes. Mais cet équilibre n'était qu'une illusion. Sous la surface, les tensions s'accumulaient, les ambitions grandissaient, et chacun attendait le moment opportun pour agir. Ce moment arriva avec l'ascension d'un nouveau roi. Son nom allait traverser les siècles, non seulement pour ses conquêtes, mais pour la manière dont il comprit le monde qui l'entourait. Là où ses prédécesseurs avaient dû reconstruire, lui pouvait rêver à nouveau de transformation. Mais il ne se contenta pas de reproduire les stratégies du passé. Il les adapta, les affina, les perfectionna. Il comprenait que la guerre ne commençait pas sur le champ de bataille, mais bien avant. Dans les échanges diplomatiques, dans les réseaux d'information, dans les alliances discrètes qui se tissaient à travers les frontières. Pendant des années, il observa, prépara, attendit. Des agents furent envoyés dans les territoires du Mitanni, recueillant des informations, identifiant les divisions internes, les tensions politiques, les opportunités. Dans le même temps, des émissaires furent dépêchés vers l'Égypte et la Syrie, non pas pour provoquer, mais pour rassurer, pour comprendre, pour tester les limites. Cette patience n'était pas de la faiblesse, c'était une stratégie. Car le roi savait que ses ennemis n'étaient pas immuables. Le Mitanni, autrefois puissant, était en proie à des conflits internes. L'Égypte, bien que toujours redoutable, traversait une période de bouleversement religieux sous le règne d'un pharaon qui remettait en cause des traditions anciennes. La Syrie, enfin, regardait davantage vers l'Est que vers l'Ouest. C'était le moment. Lorsque les premières campagnes commencèrent, elles ne prirent pas la forme d'une invasion massive. Au contraire, elles furent graduelles, presque discrètes. Des forteresses furent prises, des positions stratégiques sécurisées, des routes commerciales contrôlées. Chaque avancée semblait limitée, presque défensive. Mais peu à peu, l'effet cumulé de ces actions devint évident. Le royaume avançait, consolidait, renforçait sa présence dans le Levant. Et à mesure que ses forces apparaissaient, certaines villes ne résistèrent pas. Elles ouvrirent leurs portes. Ce phénomène, inattendu, révéla une dimension essentielle de cette nouvelle phase d'expansion. Le pouvoir ne reposait plus uniquement sur la force militaire, mais aussi sur la perception. Les populations locales, lassées des conflits internes du Mitanni, voyaient dans ces nouveaux maîtres une alternative, parfois même une protection. Les élites locales furent intégrées, les traditions respectées, les cultes maintenus. Cette continuité, combinée à la stabilité offerte par le nouveau pouvoir, facilita la transition. Ce n'était plus une conquête brutale, mais une transformation progressive. En quelques années, le paysage politique du Levant changea radicalement. Le Mitanni, affaibli, perdit une grande partie de son influence. Le royaume des montagnes s'imposa comme la nouvelle puissance dominante dans la région. Mais ce succès ne pouvait rester sans réponse. L'Égypte,
qui considérait ces territoires comme essentiels à sa sécurité et à sa prospérité, ne pouvait accepter cette expansion indéfiniment. Les premières tensions apparurent sous forme de raids, de pressions diplomatiques, de tentatives de déstabilisation. Le conflit, longtemps évité, devenait inévitable. Et pourtant, au moment même où la confrontation semblait se rapprocher, une opportunité inattendue surgit. Une opportunité si extraordinaire, si improbable, qu'elle défiait toutes les règles du jeu diplomatique. Un message venu d'Égypte. Un message porté par l'urgence, chargé d'une proposition qui aurait semblé impensable quelques années plus tôt. Dans les salles du palais, lorsque la lettre fut lue, le silence fut total. Les conseillers, les généraux, les prêtres eux-mêmes comprirent immédiatement que ce qui était proposé pouvait changer le cours de l'histoire. Car il ne s'agissait plus seulement de guerre ou de conquête. Il s'agissait d'une alliance qui aurait pu unir deux des plus grandes puissances du monde ancien. Mais certaines opportunités sont aussi dangereuses que les plus grands ennemis. La pluie tombait sur Hattusa comme un présage, fine et persistante, transformant les chemins en boue et enveloppant la citadelle d'un voile gris. Ce soir-là, un messager franchit les portes avec une urgence inhabituelle. Ses vêtements portaient les traces d'un voyage précipité, ses yeux la fatigue d'un homme conscient de l'importance de ce qu'il transportait. Dans ses mains, une lettre. Mais pas une lettre ordinaire. Une lettre qui allait bouleverser l'équilibre du monde connu. Elle venait d'Égypte. Son contenu défiait toute logique, toute tradition. La reine, récemment veuve du pharaon, se retrouvait sans héritier et entourée de conseillers qu'elle ne pouvait ni contrôler ni défier ouvertement. Plutôt que d'accepter un mariage imposé avec un homme qu'elle méprisait, elle avait fait un choix audacieux, presque inconcevable. Elle demandait qu'un prince étranger devienne son époux, et Pharaon. Les mots étaient simples, mais leur portée immense. Si le roi des montagnes acceptait, son fils régnerait sur l'Égypte. Deux empires jusque-là rivaux se retrouveraient unis non par la guerre, mais par le sang. Une puissance sans précédent naîtrait de cette union, capable de dominer l'ensemble du Proche-Orient. Dans la salle du trône, le silence pesa lourd après la lecture. Certains y voyaient une opportunité unique, un tournant historique qui rendrait toute opposition inutile. D'autres, plus prudents, y décelèrent un piège. Jamais une reine d'Égypte n'avait demandé un époux étranger. Pourquoi maintenant? Était-ce un acte de désespoir ou une ruse destinée à éliminer un rival? Le roi hésita. Il ne rejeta pas l'offre, mais ne l'accepta pas immédiatement. Des émissaires furent envoyés, chargés de vérifier la situation, de comprendre les enjeux, de confirmer la sincérité de la demande. Pendant ce temps, la cour entière retenait son souffle, consciente que la décision à venir pourrait redéfinir l'histoire. Les rapports qui revinrent semblaient confirmer l'authenticité de la proposition. Le pharaon était bien mort, la reine isolée, la situation instable. Tout indiquait que cette offre, aussi incroyable soit-elle, était réelle. Alors finalement, la décision fut prise. Un prince fut choisi, jeune, prometteur, digne de représenter la puissance de son peuple. Il quitta Hattusa, escorté d'un groupe restreint, traversant les terres récemment conquises, accueilli avec respect, presque comme un futur souverain. Pendant un temps, tout sembla se dérouler comme prévu. Puis, quelque part entre deux mondes, dans ces territoires où les influences se mêlaient et s'opposaient, tout bascula. Le prince fut assassiné. Les circonstances restèrent floues. Certains parlèrent d'une embuscade organisée par des factions égyptiennes hostiles à l'Union. D'autres évoquèrent des rivalités locales ou même des trahisons internes. Mais pour le roi des montagnes, une seule conclusion s'imposa. C'était un acte de trahison. Sa réaction fut immédiate, implacable. La guerre longtemps contenue éclata avec une violence nouvelle. Les armées furent envoyées vers le sud, non plus pour conquérir, mais pour punir. Les territoires sous influence égyptienne furent attaqués, les garnisons écrasées, les villes prises avec une brutalité qui dépassait les campagnes précédentes. Mais cette vengeance portait en elle une menace invisible. Parmi les prisonniers ramenés vers le nord, certains portaient une maladie silencieuse, insidieuse, qui se répandit dans les villes, dans les campagnes, dans les rangs même de l'armée. La peste était revenue. Elle frappa sans distinction, emportant soldats, paysans, prêtres, nobles.
Même le roi ne fut pas épargné. Sa mort marqua la fin d'un règne puissant, mais aussi le début d'une période de souffrance qui allait marquer durablement le royaume. Son successeur, confronté à une situation désespérée, dut faire un choix difficile. Continuer la guerre au risque d'épuiser totalement le royaume ou se replier pour préserver ce qui pouvait encore l'être. Il choisit la survie. Les territoires éloignés furent abandonnés, les armées rappelées, les ressources concentrées sur le cœur du royaume. Ce retrait fut douloureux, presque humiliant, mais nécessaire. Il permit d'éviter un effondrement immédiat. Pendant des années, le royaume lutta pour se relever. Les rituels religieux se multiplièrent, cherchant à apaiser la colère des dieux. Les textes conservèrent les prières du roi, ses appels désespérés à comprendre et à réparer ce qui avait été brisé. Peu à peu, la vie reprit. Les champs furent cultivés à nouveau, les villes repeuplées, les armées reconstituées. Mais quelque chose avait changé. L'ambition des grandes conquêtes avait laissé place à une prudence nouvelle, forgée dans la douleur. Et pourtant, ce n'était pas la fin des épreuves. Car au-delà des frontières, un phénomène étrange et terrifiant se préparait. Des peuples venus de la mer, dont l'origine restait inconnue, commencèrent à apparaître sur les côtes. Ils ne ressemblaient à aucun ennemi connu, ils ne cherchaient pas à négocier ni à s'installer progressivement. Ils attaquaient, détruisaient, disparaissaient. Leur impact fut dévastateur. Des royaumes entiers s'effondrèrent sous leurs assauts. Les routes commerciales furent brisées, les échanges interrompus, les équilibres politiques balayés. Face à cette menace, le royaume des montagnes tenta de résister. Mais il était déjà affaibli, déjà marqué par des années de crise. Les ressources manquaient, les défenses étaient insuffisantes et les ennemis nombreux. Peu à peu, le territoire se réduisit. Les régions périphériques furent abandonnées, les populations déplacées, les centres de pouvoir repliés vers des zones plus sûres. Puis vint le moment inévitable. Hattusa elle-même fut abandonnée. Ces murs, autrefois symboles de puissance, restèrent debout, silencieux, témoins d'une grandeur passée. Les palais furent désertés, les archives dissimulées ou détruites, les temples laissés sans voix. Ce ne fut pas une chute brutale, mais une disparition progressive. Un monde qui s'éteignait, non dans un fracas final, mais dans un lent effacement. Et pourtant, tout ne disparut pas. Des fragments subsistèrent, des traditions, des lois, des savoirs. Dans certaines régions, des royaumes plus petits continuèrent d'exister, portant en eux l'héritage de cette civilisation disparue. Mais l'Empire, lui, n'était plus. Son histoire s'inscrivait désormais dans celle d'un monde en transformation. Car sa chute n'était pas un événement isolé. Elle faisait partie d'un bouleversement plus vaste qui allait marquer la fin d'une époque. L'âge du bronze touchait à sa fin. Et avec lui, disparaissaient les anciens équilibres, les anciennes certitudes, les anciens empires. Mais dans les cendres de ce monde disparu, quelque chose de nouveau allait émerger. Un nouvel âge, forgé, une fois encore, dans le métal.